Maintenant, c'est Jean-Yves Cahurel qui va nous retrouver sur scène. On va parler de fertilisation organique en viticulture bio. Vous êtes à l'IFV Beaujolais, responsable de projet ingénieur gestion des sols viticoles. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Millésime Bio. Avec vous, on voit quels sont les besoins de la vigne. Oui, voilà. Enfin, je pensais déjà dans un premier temps rappeler en fait quels sont les besoins de la vigne. Donc, je vous ai mis une petite diapo qui vous rappelle donc les besoins de la vigne dans les éléments principaux, azote, phosphore, potassium et magnésium. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que les besoins sont faibles, notamment par rapport aux grandes cultures, que c'est surtout sur l'azote et le potassium que les besoins sont importants. Vous voyez qu'en phosphore, en magnésium, on est nettement inférieur. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger ces éléments, mais c'est des besoins qui seront quand même beaucoup plus limités. Et puis le troisième point, c'est que vous voyez que je vous ai mis des fourchettes qui peuvent varier facilement du simple au double, tout simplement parce que les besoins sont très liés d'une part au niveau de production, également à la vigueur. Pour donner une idée, on considère qu'il y a à peu près un tiers de l'azote absorbé par la vigne qui va partir dans la vendange. À peu près pareil pour le phosphore et le potassium, sachant que pour le potassium, ça peut aller jusqu'à même 50% du potassium absorbé pour des rendements qui sont importants. Magnésium, c'est plutôt à peu près le dixième, c'est un peu plus faible. Donc voilà, donc déjà le raisonnement, il va être à bâtir en fonction du rendement notamment que vous allez viser. Et puis parmi, je dirais, ces quatre éléments principaux, quand on passe d'un mode conventionnel à un mode biologique, autant pour le phosphore, potassium, magnésium, je dirais que même si les produits à utiliser sont différents, le raisonnement reste le même. Là où ça va être plus problématique, je dirais, c'est pour l'azote essentiellement, puisqu'on ne pourra pas utiliser d'azote sous forme minérale, on sera obligé de l'utiliser sous forme organique. Donc en lien aussi, il faut également faire le lien entre la gestion de l'azote et puis également la gestion de la matière organique du sol. Même si on va voir, faut bien quand même différencier les deux. Donc pour ça, je vous ai refait un petit graphique très, très simple pour vous montrer un petit peu comment évoluer la matière organique que vous pouvez apporter. Donc vous voyez sur la gauche la matière organique exogène. Alors c'est exactement la même chose pour la matière organique endogène comme les bois de taille ou les feuilles. Le principe est le même. Mais voyez, quand vous allez apporter donc de la matière organique, il y a une part, donc c'est la flèche qui est au-dessus, qui va être humifiée. C'est-à-dire que ça va former du carbone stable qui va venir rejoindre l'humus du stable du sol. Et puis une partie qui va être assimilée. Alors j'ai mis la biomasse microbienne, pardon, par contre c'est parce que c'est un élément très important, mais interviennent également pas mal d'organismes, que ce soit de la mésofaune, de la macrofaune, comme les collemboles, les acariens, mais également les lombrics. Voilà, donc assimilation d'une partie de cette matière organique par la biomasse microbienne qui va la minéraliser pour qu'elle puisse survivre. Donc qui va être minéralisée, donc c'est la flèche qui va vers le bas. Et là, vous voyez que pour l'azote, donc l'azote va passer d'une forme organique à une forme minérale, tout d'abord sous forme azote ammoniacal, NH4+, ensuite sous forme nitrate. La forme nitrate, c'est la forme qui est la plus facilement absorbable par les plantes en général et par la vigne en particulier. Il y a d'autres éléments qui vont être minéralisés, notamment également le phosphore et puis le soufre. Par contre, il y a également d'autres choses qui se passent par rapport à ce fonctionnement du sol et le fonctionnement de la matière organique. Vous voyez qu'à droite, la matière organique dite stable, en fait, n'est pas si stable que ça, parce qu'en fait, il y a une partie, une petite partie, on va le voir tout à l'heure, qui peut être réassimilée en fait par la biomasse microbienne et minéralisée. Donc ça c'est la petite flèche que vous voyez là-bas. Et puis également la biomasse microbienne pour se développer a besoin également d'azote, notamment d'azote minéral. Et si quand elle va dégrader par exemple un substrat organique, elle n'a pas suffisamment d'azote dans ce substrat, elle va être obligée d'aller mobiliser l'azote minéral dans la solution du sol. Donc c'est la petite flèche que j'ai qui est appelée organisation, où en fait l'azote minéral du sol qui va repartir dans la biomasse microbienne et qui peut être réhumifié dans la matière organique stable.
On le verra tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est surtout pour montrer la différence qu'on peut avoir. Quand on apporte de l'azote sous forme minérale, on va directement impacter le compartiment qui est en bas, azote minéral du sol. Donc c'est assez facile. Par contre, si on apporte de l'azote organique, on va être obligé de partir sur le petit compartiment de gauche. Et du coup, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et là, c'est très important de connaître ce qui va se passer, d'essayer d'évaluer ce qui va se passer pour que vous puissiez raisonner donc à la fois votre fertilisation azotée, mais également votre gestion de la matière organique du sol. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc il y a deux choses en fait qui vont faire varier en fait ce fonctionnement du sol. D'une part, le type de sol, donc il y a des indicateurs qu'il faut connaître pour pouvoir raisonner à ce niveau-là. Et puis également le type de matière organique en fait qu'on va apporter. Donc au niveau des indicateurs du sol, alors le premier qui vient à l'esprit, qui est assez évident, c'est le taux de matière organique du sol, en général, qui est facilement donné par l'analyse de terre, classique. C'est un indicateur qui est le plus utilisé parce qu'on a énormément de références là-dessus, et on peut à partir donc du type de sol savoir à peu près la quantité, en tout cas la teneur en matière organique qu'il faut obtenir. Alors ça demande aussi à avoir aussi une bonne connaissance du sol, notamment de ses caractéristiques et en particulier de sa granulométrie. Donc ça, c'est le premier indicateur assez facile, assez connu. Le deuxième indicateur, alors ce que j'ai pas dit, taux de matière organique, ça va vous donner une teneur et du coup, vous pouvez en déduire un stock de carbone, une matière organique au niveau du sol. Par contre, ça vous dit rien sur le fonctionnement de cette matière organique. Donc il y a un indicateur pour ça qui peut aider, c'est le rapport C sur N, donc rapport carbone sur azote, qui est un indicateur donc de fonctionnement du sol. Donc je vous ai mis à peu près les valeurs, en général compris entre 8 et 12 pour un sol classique. Si on est en dessous de 12, c'est que l'activité, en dessous de 8, c'est que l'activité est un peu trop importante. Et à l'inverse, si on est supérieur à 12, c'est la dégradation est trop lente et que votre sol fonctionne mal. Tout ça est bien évidemment sous la dépendance du type de sol, notamment les sols sableux, on sera plutôt, on va le voir, on sera plutôt sur des activités un peu plus importantes que sur des sols argileux. Donc ça vous donne déjà une première indication. Un troisième indicateur, c'est le coefficient de minéralisation, appelé K2, qui va permettre de pouvoir calculer la quantité de matière organique qui va être minéralisée dans l'année. Donc c'est un coefficient, donc pour ça il va falloir multiplier ce coefficient par la quantité de matière organique qui est présente dans le sol. Donc là je vous ai mis un petit exemple pour un sol donc avec 2% de matière organique, sol de argilo-calcaire, dans ce cas-là le K2 est relativement faible, 0,5%, et ça vous permet de calculer la quantité de matière organique qui va être minéralisée dans l'année, donc ici 450 kg. Ce qui peut vous permettre du coup, au niveau de votre entretien de la matière organique, d'aller calculer pour essayer de compenser en fait cette entre guillemets perte de matière organique. Alors ce coefficient K2, par contre, est sous la dépendance de plusieurs paramètres. D'abord sous la dépendance du type de sol. Parce que là, je vous ai mis donc des petits graphiques. Alors c'est très très schématique. C'est juste pour montrer. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est juste pour montrer le sens de variation de ce K2. Le K2 va diminuer quand le taux d'argile augmente. Il va également diminuer quand le taux de carbonate augmente, donc plus votre sol va être calcaire. Donc ça c'est lié surtout à la protection de la matière organique, qui est due aux argiles ou au carbonate. Donc ce qui explique du coup qu'un sol sableux va avoir un coefficient de minéralisation plus important qu'un sol argileux, et encore plus important qu'un sol argilo-calcaire. Et puis un autre paramètre qui va jouer sur ce K2, c'est le pH du sol. Donc on a un pH optimum qui est autour de la neutralité, donc 7. Plus votre sol va être acide, plus votre K2 va diminuer. Plus votre sol va être basique, plus votre K2 va également diminuer. Deuxième paramètre qui va jouer, c'est la météorologie, qui est aussi très importante, qui elle va jouer essentiellement sur le fonctionnement microbiologique du sol. Donc à la fois la température, avec une température optimale qui est autour de 30 degrés, c'est pas pile poil 30 degrés, c'est autour de 30 degrés. Plus il va faire froid, moins vos bactéries, vos champignons vont fonctionner. Et à l'inverse, plus ça va être chaud, là c'est pareil, ils vont moins bien fonctionner, donc le K2 va diminuer. Pour l'humidité du sol, c'est pareil, un optimum à peu près à la capacité au champ.
Si votre sol est gorgé d'eau et en plus il y aura moins d'oxygène, c'est vrai que les bactéries et les champignons pour minéraliser ont besoin d'oxygène, donc moins d'oxygène, le K2 diminue. Et par contre, si vous êtes sec, et ben là aussi vos micro-organismes vont se mettre au repos, vont pas fonctionner, votre K2 va diminuer. Donc ce qui explique la variation qu'on peut avoir de la minéralisation au cours des saisons. L'hiver, il fait trop froid, il y a très peu de minéralisation. L'été, souvent, il fait sec, donc on a peu de minéralisation. En général, on a plutôt des minéralisations au printemps et à l'automne, même si, avec le changement climatique, on peut avoir des changements assez importants par rapport à ces saisons classiques, on va dire. Et puis le dernier point, je l'ai mis quand même, c'est l'entretien du sol qui peut jouer sur le K2. Donc là, j'ai mis avec un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'actuellement, on se pose pas mal de questions. Avant, on disait, on travaille du sol, on a tendance à augmenter le K2, le coefficient de minéralisation. Parce que on remue le sol, donc il y a une meilleure oxygénation, on remonte des particules de sol qui étaient un peu protégées en profondeur au-dessus du sol, donc qui sont peut-être plus facilement dégradables. Ceci dit, alors c'est les études qui sont faites actuellement, alors essentiellement en grande culture, avec les méthodes de semis direct, etc., montrent qu'en fait, il y a très peu d'écart entre un sol qui est labouré et un sol qui ne l'est pas. Donc voilà, il y a encore des questions qui se posent. Alors je dirais que d'autant plus que nous, en viticulture, on laboure pas réellement les sols, comme on l'a vu à l'instant, c'est plutôt du désherbage mécanique. Donc on peut dire que le K2 évolue peu avec le désherbage mécanique qu'on peut faire au niveau de la viticulture. Voilà, et puis dernier point par rapport au K2, bien faire attention que le K2 c'est un coefficient qu'on multiplie par la quantité de matière organique. Donc en effet, on va dire qu'un sol sableux par exemple minéralise plus vite qu'un sol argileux. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'un sol sableux, souvent, il est moins riche en matière organique qu'un sol argileux. Donc au final, il faut se méfier, obligatoirement. C'est pas parce que votre sol est sableux qu'il va vous donner plus d'azote, par exemple, en minéralisant. Parce que sa quantité de matière organique est plus faible. Donc souvent, c'est plutôt le contraire. Un sol argileux aura tendance à donner un peu plus d'azote parce qu'il a une quantité de matière organique plus importante. Voilà, on a également d'autres indicateurs qui peuvent être utiles. C'est la biomasse microbienne, je vais passer assez rapidement. Alors, qui demande quand même un référentiel fiable, donc on y travaille actuellement, mais qui peut être intéressant, notamment quand vous passez en conversion, faire un point avant de passer, puis un point après, pour voir si, je dirais, les modifications de pratique vont bien dans le bon sens pour la biomasse microbienne. Puis également, un autre indicateur qui peut être intéressant, c'est le fractionnement granulométrique de la matière organique, où on fractionne en fonction de la taille des éléments de matière organique. Ça permet d'avoir une idée d'un petit peu comment elle évolue. Voilà, donc le diagnostic au niveau du sol doit se faire en utilisant ces différents indicateurs. Un indicateur pris isolément, je dirais, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment fonctionner de façon globale. Également prendre en compte l'observation visuelle, ce que vous voyez au niveau de la structure du sol, est-ce qu'elle vous convient, est-ce qu'elle ne vous convient pas. S'il y a des problèmes particuliers, bien évidemment, voir aussi au niveau de la vigne ce qui se passe, et notamment de sa vigueur et du niveau de production. Prendre en compte l'historique de la parcelle, et puis également, on l'a vu tout à l'heure, l'entretien du sol, notamment la partie enherbement aussi, qui peut aussi ramener de la matière organique au niveau du sol. Donc là, c'était pour les indicateurs sol. Pour les indicateurs produits, on retombe sur le taux de matière organique classique. Donc là, c'est la teneur en matière organique qui permet de comparer les produits entre eux, mais sur le brut, qui, bien évidemment, comme pour le sol, est un indicateur de stock, mais ne va pas vous donner une idée de la façon dont cette matière organique va évoluer une fois que vous l'aurez apportée au sol. Voilà, donc je passe rapidement, je vous ai mis quelques indications. Autre indicateur, on retrouve le rapport C sur N, un rapport carbone sur azote. Par contre, là, faut se méfier. Parce que en fait, en général, c'est vrai, c'est sur N élevé, on a une décomposition lente du produit. C'est ce qu'on peut voir, voilà, je vous ai mis quelques C sur N, la paille par exemple, qui a un C sur N élevé. Par contre, dans les produits que vous pouvez utiliser, il y a des produits qui sont compostés. Et le problème l'avantage du compostage, c'est que on aboutit à un produit qui est stable. Et pourtant, le C sur N va diminuer au cours du compostage. Donc du coup, pour un compost, le C sur N n'est pas un bon indicateur de l'évolution du produit. Donc il faut bien prendre en compte l'intérêt, le process qui est utilisé pour élaborer le produit. Et puis également prendre en compte les origines des produits qui ont été utilisés pour fabriquer le produit.
Pour faire simple, c'est vrai qu'origine animale, en général, c'est des produits qui sont assez facilement minéralisables. Les produits à base de végétaux sont plus difficilement minéralisables, et encore plus s'ils sont sous forme lignifiée. Voilà, donc je vous ai mis quelques valeurs. Du coup, pour savoir un petit peu comment évolue votre produit organique, donc dans un premier temps, il y avait eu le coefficient isohumique, dont vous avez entendu parler, qui était le rendement en matière organique stable d'un produit organique. Ce coefficient isohumique était calculé à partir d'expérimentations au champ, donc qui pouvaient varier en fonction des conditions pédoclimatiques notamment, du coup était assez imprécis. Donc depuis quelques années, donc, il y a un indicateur qui s'appelle l'ISMO, indice de stabilité de la matière organique, qui a été mis au point, qui lui est basé sur l'analyse du produit. Donc ça permet d'avoir vraiment la réalité du produit à ce niveau-là, et qui correspond aussi à un indicateur assez proche du K1, de biodégradabilité du produit. Alors comme tout indicateur, ça a ses limites et ses inconvénients, l'indicateur parfait n'existant pas. Première chose, c'est que les méthodes pour analyser et pour calculer cet ISMO sont normalisées. Donc ça veut dire que vous demandez un labo A ou un labo B, normalement il doit vous sortir la même valeur. Et puis également cet indicateur est intégré dans la norme NFU 44051, qui est la norme sur les amendements organiques. Et le fournisseur d'amendements organiques est obligé à partir d'une certaine quantité produite, de calculer, d'analyser, de calculer cet ISMO, et donc le fournir du coup à l'utilisateur. Donc il est caractéristique du produit, parce que c'est à partir de l'analyse du produit qu'on l'obtient. Indépendance des conditions pédoclimatiques et du coup plus précis que le cas. Ses limites, c'est que pour établir en fait ces relations, on a été au niveau de la granulométrie du produit obligé de les broyer, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous l'utilisez. Donc, faut se méfier, on peut avoir des petits écarts quant à la biodégradabilité du produit. Et puis l'autre limite, mais bon, il n'est pas fait non plus pour ça, mais il faut bien l'avoir en tête, c'est bien un indice de biodégradabilité du produit. Par contre, il ne va pas vous donner une idée de la vitesse à laquelle ce produit va se décomposer. Alors je vous ai mis un petit graphique pour vous donner un petit peu les ordres de grandeur de cet ISMO. Donc élevé, donc l'échelle que vous avez en bas, c'est un pourcentage par rapport à la teneur en matière organique. Donc élevé pour tout ce qui est amendement organique, compost de déchets verts. Compost de fumier également. Vous voyez que pour les fumiers de vos vins, ça peut être beaucoup plus variable. Et puis sur la partie un peu plus gauche, vous avez tout ce qui correspond plutôt à des engrais, donc des choses où le carbone va être minéralisé beaucoup plus rapidement que sur des amendements organiques. Alors, pour connaître la vitesse à laquelle le produit va être minéralisé, vous pouvez faire des courbes de minéralisation. Alors, le problème de ces courbes de minéralisation, c'est pas très bien pour le viticulteur parce que c'est quelque chose qui coûte très cher, ça se fait au labo. Par contre, je vous les présente surtout parce que justement, ça vous montre un petit peu comment, en fonction du type de produit, l'azote va être minéralisé. Donc, vous avez ici, donc en ordonnée, c'est le nombre de jours, la durée d'incubation. Et en abscisse, excusez-moi, la durée d'incubation, et en ordonnée, donc le pourcentage de l'azote du produit qui est minéralisé. Donc vous voyez qu'il y a des produits, par exemple comme la farine de plume, vous voyez en haut, qui minéralisent, donc à peu près 30% du produit qui est minéralisé, de l'azote qui va être libéré. Des produits qui minéralisent très peu, c'est le cas du compost de bovin, que vous voyez avec les carrés orange. Et puis des produits carrément qui, ce qu'on appelle organisent, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont aller consommer de l'azote qui est dans le sol, parce que le produit qu'on a apporté ne contient pas suffisamment d'azote, donc on a une baisse de l'azote à ce niveau-là, donc c'est le cas notamment du broyat de matière végétale, vous voyez, du coup, où là l'azote fourni, il est même inférieur, non seulement il fournit pas d'azote, mais en plus il en consomme. Donc là, c'est aussi pour vous montrer aussi l'écart qu'on peut avoir entre un engrais et puis un amendement. L'engrais, il est fait pour quoi ? Il est fait pour nourrir la plante directement.
Donc c'est le cas par exemple ici de la farine de plume. Hein. Et un amendement, lui, par contre, il va être là pour jouer sur les propriétés du sol. C'est le cas notamment là du broyat de matière végétale. Ce qui est aussi important à prendre en compte aussi ici, vous voyez que même pour un engrais organique comme la farine de plume, vous n'avez ici que 30% de l'azote que vous avez apporté qui va être minéralisé la première année. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Hein, quand vous apportez un engrais organique, il faut bien avoir en tête que tout l'azote que vous apportez ne va pas être minéralisé et du coup ne va pas être disponible pour la vigne. Donc là, c'était des incubations. On a fait des essais il y a déjà quelques années sur des sols. Donc en vrai, alors là, c'était sur Sunlu. On a apporté différents produits. On a regardé comment ils minéralisaient. Donc vous avez ici 2 engrais, on va dire, hein, les fientes de volaille, donc en bleu, et puis en violet, carré violet, c'est le fumier de bovin, qui minéralise la première année, à peu près 40% de l'azote apporté minéralisé. Et puis 2 autres produits qui sont plutôt des amendements organiques, enfin qui sont des amendements organiques, le fumier de bovin composté, hein, que vous avez en jaune, et puis le compost de déchets verts, que vous avez en violet, les petites croix, qui eux minéralisent très peu la première année. Vous voyez qu'ensuite, pendant l'hiver, bien évidemment, ça reste sable, ça ne minéralise pas. Par contre, vous voyez que la deuxième année, donc le suivi a été fait pendant 1 an et demi. Vous voyez que ça reminéralise, hein, que ce soit donc notamment les fientes de volaille, qui reminéralisent un peu, mais vous voyez que c'est à peu près de l'ordre de 10%. Et par contre, votre amendement va également minéraliser un petit peu, de l'ordre de 10 à 20%. Là aussi, quand je dis qu'un amendement organique, il est fait pour jouer sur les propriétés du sol, il augmente quand même la quantité de matière organique dans le sol. Donc par rapport à ce que j'ai dit sur le K2, hein, le coefficient de minéralisation, K2, la quantité de matière organique qui va être minéralisée, fonction quand même de la quantité de matière organique que vous avez dans le sol. Donc quand vous enrichissez votre sol en matière organique, du coup au final, quelque part, il va également fournir plus d'azote pour la plante. Et puis également, là, je vous ai mis un essai qui a été fait par ma collègue, Laure Gontier, dans le sud-ouest, où là, c'est un essai d'engrais vert, hein, où elle a essayé de regarder comment minéraliser l'engrais vert par rapport à un témoin. Donc le témoin, vous l'avez en bleu, hein, en bas. Vous avez les différentes dates, et en abscisse, en ordonnée, vous avez l'azote minéral contenu dans le sol. Donc la destruction a eu lieu à peu près à mi-mai. Vous voyez donc qu'il y a une libération de l'azote du fait de la destruction de l'engrais vert. Alors là, l'engrais vert, c'était de la févrole, légumineuse, qui capte donc l'azote de l'air et qui peut la restituer au niveau du sol. Donc vous voyez qu'il y a une différence déjà au moment de la floraison, alors qui est relativement plus faible, il y a un peu plus d'une dizaine de kilos d'azote en plus par rapport au témoin. Par contre, vous voyez que le gros flush, le gros pic de minéralisation se produit un peu plus tard, vers la fin juillet, donc ce qui permet aussi d'alimenter la plante. Alors la vigne, c'est vrai, absorbe plutôt l'azote à la floraison. Un premier pic d'absorption, deuxième pic d'absorption, c'est au cours de la véraison, mais qui va servir plutôt pour l'enrichissement des baies en azote. Donc là, on est dans le sud-ouest, c'est aussi un objectif qu'ils avaient, notamment par rapport à la fourniture de vin riche en thiol. Donc c'était un objectif plutôt réussi. Puis là, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir aussi le mode de destruction de l'engrais vert. Vous voyez qu'il y a une petite différence quand même entre l'enfouissement et le roulage. Enfouissement, vous minéralisez plus, ce qui est logique, puisque vous mettez l'engrais vert en contact avec le sol, du coup directement en contact avec les micro-organismes. Donc la minéralisation est beaucoup plus rapide que par un simple roulage. Et puis dernière, là aussi je voulais vous montrer, donc là, pareil, en incubation, on peut faire, donc on calcule à la fois l'azote qui est minéralisé, on peut regarder également le pourcentage de carbone qui est dégradé. Et vous voyez qu'en général, alors c'est pas toujours vrai, mais en général, c'est vrai qu'un type engrais, lui, va perdre très rapidement son carbone, va apporter très peu de carbone stable. Par contre, un amendement organique, comme là le compost de bovin, les carrés orange, vous voyez que il y a très peu de carbone qui est minéralisé. Et puis le dernier point sur les indicateurs, juste pour mémoire, pas oublier quand vous apportez une matière organique, vous apportez également tout plein d'éléments minéraux. Donc je vous ai mis ici un peu la composition de différents produits organiques. Et ça, il faut bien aussi l'avoir en tête et le prendre en compte pour établir votre plan de fumure. Voilà, en conclusion, donc... la gestion de la fertilisation organique doit se faire en fonction des objectifs recherchés, en fonction de votre type de sol, en fonction du niveau de rendement aussi que vous voulez obtenir.
Prendre en compte donc les différents indicateurs que je vous ai présentés. Ce qui est aussi, il me semble vraiment très important, c'est bien faire la différence entre engrais et amendement. Si vous avez besoin de nourrir votre plante, faut mettre un engrais, faut pas mettre un amendement. En tout cas, si vous voulez un effet rapide. Et puis, dernier point, vous dire aussi voilà, qu'on travaille aussi, parce que c'est des choses qui ne sont pas non plus évidentes aussi à raisonner. On travaille actuellement au niveau notamment de l'IFV sur des outils de la décision, d'une part sur la gestion de la matière organique, puis d'autre part également sur la gestion de l'azote. Voilà, je vous remercie de votre attention. Passionnant, Jean-Yves Cahurel, qu'on peut remercier.